Bonjour, aujourd'hui, premier épisode d'une mini-série intitulée Voir les électrons. Le but de cette mini-série va être de s'intéresser à la densité électronique de manière précise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment on est capable de mesurer expérimentalement une densité électronique et comment faire le lien avec la mécanique quantique. Et au prochain épisode, on ira voir de manière plus finement où elle se situe. Car bien la comprendre nous permet ensuite de mieux comprendre la caractérisation, notamment en fait les blindages, déblindages en résonance magnétique nucléaire. Donc pour ceux qui s'intéressent à la spectroscopie moléculaire et notamment à la RMN, ça va être très intéressant. Et aussi, surtout, bien comprendre où sont les électrons, ça va nous permettre aussi de comprendre une certaine réactivité des molécules. Ça va être un indice important pour comprendre pourquoi certains atomes vont perdre des hydrogènes, pourquoi ici il va y avoir une réaction, pourquoi elle se met dans ce sens-là. Et donc c'est aussi une série qui va nous servir d'introduction à la réactivité en chimie organique. Bien, donc aujourd'hui on va donc s'intéresser à une molécule et comment on peut la représenter. Si je prends la molécule d'eau, les représentations sur la page Wikipédia sont cette série en fait de sphères. Donc on voit bien que la molécule d'eau, il y a une sphère rouge qui doit représenter l'oxygène, deux sphères blanches qui représentent les hydrogènes. Pas beaucoup d'indications sur la densité ou où sont les électrons en fait. Et l'autre représentation, ce qui est une formule développée où on voit expressément les atomes, O, H et H, avec des barres qui indiquent une interaction, c'est-à-dire une liaison chimique. Mais là c'est pareil. Dans la liaison chimique, on vous apprend en lycée, au collège, que ce trait-là indique une paire d'électrons, ou en tout cas, il y a effectivement des électrons qui s'associent pour fabriquer une liaison chimique. Alors, pour ceux qui ont suivi ma série de vidéos sur la mécanique quantique, les choses ne sont pas aussi claires, mais on va le retrouver ici de manière expérimentale. Ce que l'on sait, c'est que la molécule d'eau, elle inclut trois noyaux. Un noyau d'oxygène et deux noyaux d'hydrogène. Le noyau de l'oxygène contient 8 protons, 8 charges positives, alors que chaque noyau d'hydrogène n'en contient qu'une. D'accord? Donc il y a beaucoup plus de protons dans le noyau de l'oxygène, il va attirer plus d'électrons à lui. Et il inclut aussi 8 à 10 neutrons en fonction des isotopes. Bien, ces noyaux sont invisibles à l'œil nu. Ils ont une taille ridicule, des pouillèves. Ce qu'on sait, et ce que l'on déduit grâce à la diffraction des rayons X notamment, c'est qu'elles forment une molécule coudée, avec l'oxygène au centre. En fait, ce que je vais vous montrer là, la diffraction des rayons X et la mécanique quantique, se sont construits en même temps. Mais ceux qui ont suivi le cours de la dernière fois, ou alors ceux qui d'ailleurs qui n'y connaissent rien, je vous retrouverai dans la description mon lien vers une vidéo d'introduction sur c'est quoi une molécule. Mais de manière générale, nous avons des informations, on va dire, sur les électrons grâce à la mécanique quantique. Il n'y a que la mécanique quantique qui est capable de prédire, on va dire, où sont les électrons, de manière théorique. Et expérimentale, vous allez voir, ça va être la diffraction des rayons X. Eh bien, pour faire simple et résumer franchement, imaginez qu'un électron c'est un point, c'est trop simpliste et ça ne marche pas très bien. Le plus efficace, c'est de considérer que c'est une onde et qu'en fait, c'est presque une couverture, comme une épaisseur. D'accord? Si vous imaginez que mon cœur, en fait, c'est un noyau, et bien en fait, les épaisseurs qu'il y a au-dessus, c'est une protection, on va dire, une couverture électronique. Et si j'imagine, là, j'ai une épaisseur qui est une chemise, je peux rajouter un pull plus ou moins épais, plus ou moins dense, et puis après un manteau, encore des fois de plus en plus épais et de moins en moins dense, avec parfois en fait des systèmes ou des épaisseurs avec de l'air qui passe, etc. Mais ça, c'est un peu la couverture électronique. C'est-à-dire que la densité électronique, c'est-à-dire que nous avons une quantité d'électrons, mais pas sous forme de points, une quantité, l'électron en fait, vous l'imaginez vraiment comme un drap, etc. Et vous avez quelque chose qui va entourer les noyaux. Et la densité électronique principale dans la molécule d'eau, elle est autour du noyau de l'oxygène,
parce que c'est là où il y a le plus de protons. Il y a déjà un tiers de la densité électronique là-dedans. C'est-à-dire que sur les 10 électrons de la molécule d'eau, il y en a une partie qui est déjà rien que autour du noyau de l'oxygène. Et quand on va regarder en fait les épaisseurs suivantes, on va en fait commencer à avoir une épaisseur qui va englober tous les noyaux et notamment les liaisons chimiques. Donc on le voit là ici en haut, on a une densité électronique qui va englober les hydrogènes. Elle est assez dense, mais ce n'est pas 2 électrons. Clairement, il n'y a pas 2 électrons dans chacune des liaisons. Il y a une partie de densité électronique. Et à la fin, d'ailleurs, si on regarde toute la densité électronique, quelle est l'enveloppe prise par les 10 électrons, en fait, ça prend une place assez grosse autour des noyaux. Là, c'est 99% des 10 électrons en bas à droite, et on voit qu'on est sur un volume qui est bien supérieur au noyau. Sachant que là, déjà, la taille des noyaux est forcément grandie. Ils sont tout petits. Donc, en fait, là, ici, les molécules d'eau, en fait, tout autour, elles ont une densité électronique qui font que d'ailleurs, les densités électroniques des différentes molécules d'eau vont se toucher, se frotter et parfois interagir entre elles et on va avoir de la réactivité chimique. Ok. Donc là, ici, maintenant, on voit qu'une molécule, ça tient parce qu'il y a de la densité électronique qui tient les noyaux ensemble. Et que s'il y a de la densité électronique entre deux noyaux, il peut y avoir une interaction forte, une liaison chimique. Et c'est pas 2 électrons, mais c'est quoi la quantité nécessaire pour une liaison chimique? Donc ça va être l'objet notamment de la prochaine vidéo. En tout cas, la paire d'électrons, ou le schéma de Lewis, la formule développée qui dit qu'il faut 2 électrons qui s'associent, ça ne tient pas trop debout et c'est fortement exagéré. Et on le corrigera au prochain épisode. Aujourd'hui, on va plutôt essayer de savoir comment on va faire pour mesurer expérimentalement une densité électronique. Une liaison chimique, c'est tout petit, c'est invisible. Si on prend un cheveu, là, hop, on s'arrache un cheveu, on regarde, on le voit. Mais ça commence à devenir assez petit quand même, il faut le voir d'assez près. Ça, c'est un cheveu, c'est à peu près épais de 0,1, 0,5 mm. D'accord? C'est moins que 1 mm. Hein. On est donc de l'ordre de 10-4 mètres. Une liaison chimique, c'est de l'ordre de 10-10 mètres. On appelle ça un angstrom, A avec un 0 au-dessus, c'est un symbole scandinave, ou 100 picomètres, 10-12 mètres. D'accord? Donc ça c'est le même chiffre, hein, c'est juste qu'on change. Généralement en fait on monte en science, on a tendance à privilégier des multiples de 3. 10-3 pour milli, 10-6 pour micro, 10-9 pour nano, 10-12 pour pico. Donc là 100 picomètres. Mais un angstrom ça marche aussi. Quoi qu'il arrive, hein, c'est 1 million de fois plus petit que l'épaisseur du cheveu. Donc c'est impossible qu'à l'œil nu, quelqu'un puisse voir une liaison chimique ou un atome. Il faut passer par une expérience indirecte. Et on est assez au XXe siècle, on a développé plusieurs méthodes qui nous permettent d'avoir des informations sûres et fiables sur des choses qui ne sont invisibles. Donc ce qui est quand même assez fort, je veux dire, sur notre capacité d'ingénierie. Pour ça, il y a de la théorie, il y a beaucoup d'expériences et il y a des choses qui coïncident et qui sont reproductibles et vérifiables. Pour que ça marche, il faut par contre une certaine condition expérimentale. C'est-à-dire qu'il faut que la matière que l'on étudie, elle soit à l'état cristallin. C'est donc un état solide. Vous connaissez l'état gaz, les molécules sont dans l'air, là, en gaz, un peu partout, et elles vont dans tous les sens. Vous connaissez les liquides, un verre d'eau, d'accord? Un verre d'eau, c'est des molécules d'eau, et souvent plein d'autres choses, mais d'eau pure, ce serait que des molécules d'eau. C'est compact, mais c'est pas un état solide. Dans un état solide, pour l'eau, c'est la glace. Les mêmes molécules d'eau, mais cette fois-ci totalement figées. Ou la neige. On y reviendra. Et bien justement, le cristal, c'est quand on est à un état solide, mais tous les atomes, les ions ou les molécules se répètent dans des directions. C'est-à-dire que l'agencement est régulier. On va prendre un exemple. Je suis allé vous chercher ici une figure sur la Wikipédia
qui correspond au cristal de sel de table, NaCl. Donc ici, là, vous avez deux couleurs. Le vert, c'est les ions chlorure, Cl-, et le violet, les ions sodium, Na+. Chaque ion chlorure a des voisins. Alors ici, là, on vous représente un petit cube, mais en réalité, ça, c'est une maille que l'on doit répéter dans les trois directions. Un petit morceau de cristal de sel, c'est tout petit, mais c'est des millions de d'ions qui se répètent dans les trois directions. Donc on considère en fait que c'est un agencement périodique qui se répète infini. Et chaque ion ici, que ce soit des verts ou des violets, a en fait 6 voisins. 2 dans toutes les directions, X, Y et Z. Ça, c'est un monocristal. Alors, ce qui peut se passer aussi à l'état solide, c'est qu'il y a en fait plusieurs cristaux qui ont fondu ensemble. Et donc là, en fait, on va avoir un état polycristallin. Et ça va nous embêter pour notre expérience. Il va nous falloir un état monocristallin, un seul cristal. Ou alors, on a l'état amorphe. Dans ce cas-là, en fait, les atomes, les ions, les molécules se sont rapprochés, condensés en forme solide, immobile, mais pas dans une forme périodique qui se répète. Et en fait, l'état amorphe ne nous permet pas de faire de la diffraction des rayons X. Alors, juste pour une petite parenthèse sur les cristaux, parce que c'est quand même quelque chose d'assez magnifique. Dans les cristaux, la glace est un état amorphe. Par contre, la neige est un état cristallin, avec plein de formes différentes, qui sont les différentes formes cristallines de la neige. Le sucre est un état cristallin, le sel de table, les métaux, un morceau de cuivre, un morceau d'acier, est en règle générale un état cristallin. Parfois complexe, etc. Mais par exemple, les morceaux de cuivre, c'est en fait des agencements périodiques d'atomes de cuivre. Mais les pierres précieuses aussi. Donc là, je suis allé vous chercher une image d'un cristal d'améthyste, enfin de plusieurs cristaux d'améthyste. Et sa composition est principalement du SiO2. Si pour le silicium et O2 pour les oxygènes. Et en fait, on a des siliciums qui sont reliés à des oxygènes de façon périodique. Et en moyenne, un silicium ressent 2 oxygènes. En pratique, c'est plus, mais comme ils se partagent les oxygènes, d'accord, à la fin, c'est comme s'il y avait un silicium avec 2 oxygènes. Mais il n'y a pas un SiO2 tout seul, elle se répète en 3 dimensions. Pour qu'il y ait cette couleur-là, donc il y a la forme géométrique, mais il y a aussi des impuretés, souvent du fer par exemple. En tout cas, naturellement, si on laisse à ces atomes le temps de s'agencer comme ça, il peut y avoir aussi des effets de pression dans la Terre, d'accord? Donc il peut y avoir des changements de forme cristalline dus à des pressions à l'intérieur en fait du sol, et ça peut prendre du temps. Eh bien, n'empêche qu'on arrive à cette forme-là avec des faces naturelles. Les cristaux ici de quartz, d'améthyste, n'ont pas été taillés. Naturellement, si on laisse le cristal pousser, il va atteindre ça parce que, en fait, les molécules s'agencent et le cristal et la maille à une forme qui fait que quand elles se répètent en 3D, on obtient ce genre de face-là. Et ça, c'est naturel. Et c'est un état cristallin. Alors que vous avez probablement entendu parler d'un autre silicate, d'accord, les dérivés, les verres de table sont des silicates aussi, principalement, mais eux amorphes. On parle d'ailleurs d'une transition vitreuse. On ne va pas laisser au silicate le temps de s'agencer comme il le veut, et notamment, c'est important pour sa transparence, etc. Et pour pouvoir le modeler aussi. Et donc le verre cristal n'est pas du cristal. Enfin, c'est pas un état cristallin. Donc là, il y a eu un petit abus historique à un moment donné. Enfin, donc voilà, ici, le verre cristal, c'est pas du cristal. Le verre, en règle générale, c'est pas un état cristallin. Par contre, les cristaux d'améthyste et la neige, c'est un état cristallin. On va aussi terminer la parenthèse avec 2 états cristallins d'un atome qui est important en chimie organique, le carbone. Et en fait, ce sont des états cristallins que vous connaissez. Si vous prenez donc que du carbone pur, il aura tendance à s'agencer soit avec 4 voisins, donc ça c'est le cas du diamant,
en fait, on voit que chaque atome forme un tétraèdre et il a 4 autres carbones voisins, et ça en 3 dimensions, soit sous forme de plans en nid d'abeille qui se répètent. Alors, chaque plan d'ailleurs, c'est un graphène. Il y a eu des prix Nobel assez récemment là-dessus, qui a des propriétés très intéressantes. Mais en fait, en règle générale, ces plans s'empilent les uns les autres. Et c'est donc les graphites, c'est vos mines de crayon. D'ailleurs, quand le crayon tombe et que la mine se casse, on voit que souvent ça forme un plan de coupe. Et en fait, la fragilité du graphite, c'est que entre les plans, il peut se disloquer et en fait, ça va se fracturer le long d'un plan. Alors que couper un plan, ça va être vachement dur. Pour le diamant, comme il part dans les 3 directions sous forme tétraédrique, il est beaucoup plus solide. Et effectivement, le diamant est plus solide. Par contre, détail intéressant, on dit souvent que les diamants sont éternels. Mais en pratique, en fait, en vrai, si on fait de la thermodynamique, la forme la plus stable pour le carbone, c'est le graphite. C'est-à-dire que naturellement, un diamant devrait se transformer en graphite. Sauf que pour cette transformation, il y a besoin d'énergie et de temps. Et que en fait, cette barrière est assez énorme. Et en fait, on dit que c'est un état piégé cinétiquement. Il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années pour passer naturellement de l'un à l'autre. Et donc, en pratique, à l'échelle d'une vie humaine, un diamant est éternel. Bien. Maintenant qu'on a bien parlé de ce que c'est qu'un état cristallin, on va voir un peu comment, grâce à cette structure-là, cette propriété-là, on va être capable de mesurer la densité électronique. On se retrouve avec des expériences qui ont été faites au début du XXe siècle. Donc il y a plusieurs physiciens, von Laue et la famille Bragg, père et fils, qui ont travaillé là-dessus. Dans cette figure-là, les points noirs, les différents points noirs sont des atomes ou des ions, ou des molécules. Et si on envoie un rayon X? Alors les rayons X, en fait, avaient été développés à la fin du 19e siècle. Donc au début du 20e siècle, c'était encore un joujou tout nouveau. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on joue avec. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, à cette époque-là, on ne connaissait pas la dangerosité en fait, des rayons X. Hein. On faisait des radios à tire-larigot et surtout, on envoyait des rayons X un peu sur tout. Et on a constaté que si on envoyait ça sur un état cristallin, les rayons X étaient en fait renvoyés, mais de façon périodique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On prend par exemple le premier faisceau en haut, là. Il arrive sur l'atome, le point noir, et il remonte. Et en fait, les rayons X, en fonction de leur énergie, peuvent être renvoyés par la densité électronique. C'est-à-dire qu'en fait, les couches électroniques, en fonction de la quantité de densité électronique, en fait, ils peuvent renvoyer une partie du faisceau. Or, c'est un état périodique, c'est-à-dire que si, donc là ici, je prends ma souris, si cet atome-là, il renvoie un rayon, le rayon, généralement, il est beaucoup plus gros que juste un atome. Il va toucher plusieurs atomes. Et il va donc renvoyer, il va donc aussi toucher celui-ci et repartir avec le même angle. Il va partir celui-ci, mais avec aussi un autre angle. Et à chaque fois, il va y avoir un décalage dans le chemin. On voit ici que ce faisceau-là, il a ici un trajet en plus. Or, les rayons X, c'est une onde électromagnétique qui se décrit avec une amplitude max, une amplitude minime, et en fait, en fonction de sa longueur d'onde et de sa fréquence, il passe plus ou moins un certain nombre de fois par zéro. Mais comme là, il s'agit du même rayon, et si le rayon du bas a un décalage, on peut arriver à un moment où, en fait, chaque amplitude maximale correspond à une amplitude minimale pour l'autre, qui a du retard. Et on va avoir en fait ici deux ondes en antiphase. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, en fait, les deux rayons, en fait, on les mesure ensemble et ils s'annulent. Et on ne voit plus rien. On va parler d'interférence destructive. Alors, quand les deux coïncident, c'est une interférence constructive. Et donc, en fonction du petit décalage, on va avoir toutes les différences, plus ou moins destructives et constructives. Ça va donc dépendre de l'angle. Donc là, ici, le trajet supplémentaire est mis en avant, en rouge et en vert. En fonction de l'angle, on va avoir quelque chose qui, par exemple, va être multiple de la longueur d'onde, et en fait, on va renforcer le rayonnement, ou pas, et là, dans ce cas-là, on va annuler le rayonnement. Et bien, on va faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mesurer et on va voir
en 3 dimensions où le rayonnement s'annule, où il se construit. Et on va donc en déduire la position de la densité électronique en 3 dimensions. Les appareils qui font ça travaillent maintenant de façon presque automatique. C'est-à-dire qu'on va coller sur une petite pointe en plastique le monocristal, accroché dans un goniomètre en métal, accroché sur un système mobile, et en fait on va envoyer des rayons X, il va tourner et la caméra suit derrière. Et il y a aussi en fait on le voit là, il y a un rond en fait en métal là qui va servir de bouclier parce que la plupart du faisceau passe à travers. La matière c'est principalement du vide, il tape pas partout sur de la densité électronique, donc ça passe au travers. Donc en fait on va en fait bloquer ça dans la photo, dans la caméra. Et tout le reste en fait on va mesurer les points, les taches où il y a des rayons X qui arrivent et là où il n'y en a pas. Donc là on a un système 3D. Alors au passage vous voyez là ici le goniomètre il est là, en fait le cristal il est accroché là. Et le rayon X, il est là, la source de rayon X. Et après, il y a une caméra qui vérifie en fait le placement du cristal. Et après, il y a des sondes de température. On peut aussi envoyer du froid, etc. Ce sont des appareils, les diffractions de rayon X sont des appareils assez coûteux, plusieurs centaines de milliers d'euros, souvent subventionnés d'ailleurs par l'Union européenne en fonction des besoins des laboratoires et d'une répartition en fait européenne qui se met à jour au niveau européen. Et notamment sur Angers, on en a 2 et on travaille là-dessus. Et donc à partir de ces enregistrements en 3 dimensions, on est capable de reconstituer en 3 dimensions la forme de la densité électronique. C'est-à-dire que là il y a tout un traitement informatique, enfin mathématique, maintenant c'est presque automatisé, c'est-à-dire que le dernier diffractomètre que l'on a est capable de proposer une estimation de la forme en fait, non pas de la densité électronique, parce que généralement ce qui se passe c'est que dès qu'il voit des formes de densité électronique, des concentrations de densité électronique, il va y mettre un noyau, et il va estimer de quel noyau il s'agit pour retrouver directement les noyaux dans l'espace. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça, ce que l'on dit, c'est que la diffraction des rayons X nous permet de placer en fait les atomes dans l'espace. Oui, en réalité, ce que l'on mesure, c'est la densité électronique. Si on veut directement les noyaux, et on fait de la diffraction en fait, de neutrons polarisés. D'accord ? Mais bon, de manière générale, en tout cas, ça nous permet de voir en 3 dimensions soit la densité électronique, soit les noyaux. Et donc, effectivement, d'avoir une caractérisation expérimentale qui est propre, hein, souvent, et indiscutable sur, tiens, les atomes sont tel angle, telle distance entre eux. Et à partir de là, on sait où est la densité électronique. Et on a retrouvé exactement, en fait, c'est une construction qui s'est faite en parallèle, mais ça a renforcé et ça peut être comparé aux données théoriques issues de la mécanique quantique. Et il s'avère que dans les années 80, certaines personnes se sont intéressées un peu plus à comment réellement on pourrait essayer de regarder la densité électronique dans une molécule, comment elle se répartit, parce que ce n'est pas de manière uniforme. Et grâce à ça, on va améliorer notre représentation mentale d'une molécule. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire et si vous avez posé des questions. Et on se voit très bientôt pour l'épisode suivant.